fidèles auditeurs de Radio Djena, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission L'heure du droit. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux avancées enregistrées dans la lutte pour les droits des femmes au Togo. La femme togolaise est-elle épanouie? Ses droits sont-ils respectés? Le débat du jour sera alimenté par deux invités. D'une part, un spécialiste genre inclusion sociale qui est également juriste. Il s'agit d'Éric Sourou Tonto. Et de l'autre, Akapo Toulon Justine, chargée de la promotion des droits de la femme, équité genre à la CEJUS. Mes chers Niaro au micro, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec Justine Akapo. Selon vous, quelle est la situation de la femme togolaise? D'abord, permettez-moi de commencer comme ça. Les droits de l'homme, ce sont les droits des femmes également. Donc, quand on essaie de parler des droits des femmes, c'est parce que le constat relevé que les femmes ne jouissent pas pleinement de ces droits-là. Donc, s'il faut immédiatement rentrer dans le vif du sujet, nous pourrons dire beaucoup de choses. Mais je préfère m'arrêter juste là pour dire qu'il y a beaucoup d'avancées, mais il y a toujours du travail à faire. D'accord. De façon personnelle, quel regard vous portez sur la femme togolaise? La femme togolaise, je dirais qu'elle a beaucoup d'avenir. Elle a beaucoup d'avenir parce qu'elle joue vraiment un rôle important dans divers domaines, dans l'éducation, dans la famille, dans le travail, dans l'économie de la société et même dans la révolution. Disons, quand on parle par exemple de l'extrémisme violent, le mal qui frappe un peu le Togo cette fois-ci, on peut voir le rôle important que la femme peut jouer dans l'éradication de ce phénomène-là. Donc disons que la femme joue vraiment un rôle important qu'il faut vraiment apprécier et encourager. Éric Tonton, vous êtes du même avis? D'accord, merci beaucoup. Pour répondre déjà à la première question qui a été posée, quelle est la situation de la femme togolaise aujourd'hui? Et on pourrait, comme elle a dit, on pourrait se réjouir des avancées sur le plan institutionnel et sur le plan légal de ce que la femme togolaise a comme acquis aujourd'hui. Mais toutefois, est-ce qu'on pourrait se réjouir et s'asseoir sur ces acquis? La problématique ou la réponse à cette question est non. Parce que, comme elle a dit, il y a beaucoup de défis, et même de grands défis à relever en ce qui concerne la situation, peut-être la situation des droits, pour le dire entre griffes, des femmes dans notre pays. Aussi, pour la construction de ce pays, et on pourrait le dire que la femme a un grand rôle à jouer. Et quand on prend cette proportion de la population qui est de plus de 51%, la majorité même d'ailleurs, on ne pourrait pas se passer de cette couche-là aussi importante dans la construction de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que la femme togolaise a évolué? L'évolution de la femme togolaise sur plusieurs aspects, et la réponse à cette question pourrait être oui. Et je dis pourrait parce que c'est conditionnel, mais pourrait dans le cadre où, dans la spécificité, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan juridique, pour dire sur le plan légal, on pourrait relativiser cela. Et je le dis parce que si nous prenons les années, même très récentes, en 2010, en 2018, en 2008, en 2005, la situation sociale de la femme, ou qui pourrait, pour le dire sur le plan même juridique, le cadre légal qui donne cet espace ouvert à la femme, aujourd'hui, je suis quand même fier de pouvoir dire parfois, entre griffes, parfois que le Togo est l'un des pays qui, de façon théorique, excusez-moi de le mettre aussi entre griffes, de façon théorique, met beaucoup de dispositions pour l'épanouissement de la femme sur tous les aspects. Et c'est ça que nous disons, oui, qu'il y a beaucoup d'avancées sur le plan. On pourrait trouver beaucoup de lois, en tout cas beaucoup d'initiatives mises en place et qui ont été mises en place justement pour promouvoir les femmes, pour qu'elles puissent s'épanouir. Mais est-ce que ces initiatives, de façon théorique, qui sont mises sur papier, est-ce que ces initiatives, dans la façon pratique,
est-ce que la concrétisation de cela, est-ce que c'est ça qu'on voit sur le terrain? Est-ce que c'est ça c'est là que le point est, et c'est là que le défi reste, comme on le dit, à relever. Et justement, cette question fera l'objet de cette émission. Mais bien avant, je rappelle que vous êtes activiste féministe. En tant qu'activiste, quel constat vous a poussé à accentuer la lutte pour les droits des femmes en Afrique et notamment au Togo? D'accord. Merci, merci beaucoup pour cette question. Il y a beaucoup de constats. Beaucoup de constats. Et moi, personnellement, je me suis engagé pour la cause des femmes sur un point spécifique, qui est la violence basée sur le genre. Moi, aujourd'hui, quand je rentre dans cet aspect de violence basée sur le genre, et que dans le cas concret, il faut dire, hein, les statistiques sont là, les chiffres sont là. Quand on pose la question à une Togolaise, 1 sur 3 de femmes togolaises âgées de 15 à 49 ans ont une fois subi dans leur vie les violences basées sur le genre. Donc, est-ce que comment ces violences sont acceptées dans notre communauté aujourd'hui et passer des pesanteurs socioculturels qui sont là et qui justement justifient ces violences-là envers les femmes, ça reste à poser des questions et ça appelle à l'engagement. Et c'est ce qui m'a appelé, moi, à l'engagement. On se dit, oui, il faut quand même que nous le voulions et que nous agissions contre ces actes-là. C'est vraiment très important de relever ces aspects-là. Et oui, les relever, mais aussi agir pour que on puisse, en tout cas, contribuer ensemble à ce que l'épanouissement ou les droits entre griffes des femmes soient un peu respectés, oui, mais un peu plus acquis. Merci. Justine Akapo, pas seulement au niveau des activistes, mais au niveau de la loi, dans le cadre juridique, on se rend compte qu'il y a des luttes pour l'avancement des droits des femmes au Togo. Selon vous, quelles sont les raisons? Ou qu'est-ce qui a motivé l'accentuation de cette lutte? Ok, merci beaucoup. Comme je viens de le dire, mon collègue, vraiment, c'est ces inégalités-là qui ont poussé et l'État et peut-être les organisations à pouvoir mettre de l'avant les droits des femmes. Mais on peut dire également que des efforts ont été faits. Des efforts dans ce cadre ont été faits. Déjà dans l'éducation, nous avons eu la chance de fréquenter. Avant, les parents n'avaient pas eu cette chance-là de fréquenter. Elles étaient nées, les femmes, je veux dire, elles étaient nées pour être éduquées à prendre soin de la famille, à prendre soin de leurs époux et arriver au mariage, elles sont contrôlées par leurs époux. Alors que maintenant, nous avons la chance de choisir l'école que nous voulons fréquenter. Nous avons la chance de choisir si nous voulons nous marier ou pas. Nous avons maintenant la chance de choisir si nous voulons garder notre nom de famille lorsque nous voulons nous marier ou pas. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est effectif ici au Togo, le fait de garder son nom? Bien sûr. Moi, j'ai gardé mon nom de famille. Je n'ai pas pris le nom de mon mari. Donc, c'est possible. Avant également, ce n'était pas possible pour les femmes de faire l'acte de naissance de leurs enfants. C'était le mari qui devrait le faire. Mais maintenant, elles ont la possibilité de faire ces actes de naissance à leurs enfants. Maintenant, l'entrepreneuriat est encouragé par l'État. Il y a cette politique d'équité genre-là que l'État essaie de faire avancer de jour en jour, encourager l'entrepreneuriat des femmes, encourager la participation des femmes dans les instances de décision et autres. Donc, on peut dire que ça peut aller, mais il y a vraiment beaucoup de défis, comme je viens de le dire, à relever, surtout dans les milieux ruraux où ce n'est pas vraiment une évidence, quoi. Parce qu'il y a toujours des mariages forcés, il y a toujours ces mutilations génitales. Pardon. Il y a toujours le veuvage qui est contraire à l'équité, à l'égalité, à la dignité humaine, qui persiste toujours dans ces milieux-là. Donc il y a toujours du travail à faire. Mais on peut dire que nous avons eu la chance de commencer et c'est notre devoir en fait de poursuivre l'action pour que toutes les jeunes filles et que les femmes soient épanouies et jouissent des mêmes droits que les autres. Oui, Eric, Justine a abordé la question des acquis. Elle a parlé beaucoup des acquis en matière de droit, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les VBG. Vous avez eu à parler des VBG. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de VBG et nous dire les types de violences basées sur le genre qui sont le plus enregistrés ici au Togo? D'accord, merci. Bon, les violences, la définition de la violence basée sur le genre, c'est
c'est une violence adressée envers quelqu'un en tenant compte de son genre, c'est-à-dire envers une personne en tenant compte de sa spécificité de personnalité. C'est-à-dire, quand je le dis en termes système, comme ça, on comprend ce que c'est que le genre. Le genre, c'est cette spécificité de personnalité qui est définie par l'identité, la culture et tout, ce qui te définit en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, pas seulement, mais en tant que ta sexualité aussi dans la définition de genre. Donc, c'est une violence justement adressée ou faite contre quelqu'un en tenant compte de son genre et en tout cas de tout ce qui rentre dans le cadre du genre. Et les statistiques montrent que la majorité des personnes qui sont justement qui subissent cette violence-là, ce sont les femmes. Et comme je l'ai dit, une sur 3 femmes ont déjà subi des violences basées sur le genre. Et les violences les plus répandues ou les plus notées, ce sont les violences sexuelles, sexistes. Et aussi, faut pas le cacher, les violences économiques que les gens ne comprennent pas en fait aussi. Et c'est l'occasion d'expliquer. Oui, les violences économiques, c'est par exemple ce type de violence où la production entre griffes de la femme ne compte pas dans la société. Ça, c'est ça, c'est l'un des aspects. Et aussi, l'autre aspect de la violence économique, c'est quand, par exemple, la femme, toi, en tant qu'homme, tu empêches ta femme de travailler parce que, oui, tu l'as épousée, tu dis non, je suis le responsable, donc je vais prendre tout en charge et que la femme est à la maison, et qu'elle ne gagne pas parce qu'elle ne travaille pas, et que ce que vous devrez manger à la maison n'est pas suffisant. Et à la fin, c'est-à-dire, c'est toi, tu as déjà mangé, mais économiquement, la femme n'est pas indépendante. Donc, elle est sous ta responsabilité. C'est en tout cas une violence économique envers ta femme. Ses droits économiques sont restreints et sont bien encadrés. Donc, c'est une violence économique. Donc, c'est sur plusieurs aspects qu'on parle de violence économique. Du fait que la production de la femme dans le ménage ou dans la communauté n'est pas comptée comme une production, c'est-à-dire n'est pas valorisée ou n'est pas capitalisée. Ça, c'est une violence économique envers la femme. Le fait aussi qu'on la prive de sa jouissance économique, ou par exemple, elle est femme au foyer, ne produit pas, ou ce qu'elle produit, la femme, le mari, en tout cas, s'accapare de ça parce que c'est lui l'homme de la maison. Donc, c'est plusieurs aspects. Il y a cette violence, peut-être c'est de ça on en parle même aujourd'hui, cette violence institutionnelle ou sur le plan légal aussi, qui on le fait, le droit aussi a sa responsabilité de pouvoir reléguer parfois, quand vous regardez dans la loi, de pouvoir reléguer la femme en second rang. Ou aujourd'hui, entre griffes, peut-être elle le dit, elle le dira, aujourd'hui le code de la personne et de la famille a avancé sur les aspects de cojection entre griffes du foyer. Mais en réalité, c'est ce que je dis, théoriquement, c'est ce qu'il y a. Et c'est ce qui est dit, et c'est ce qui est dit clairement. Donc, mais dans la pratique, dans la concrétisation des actions, ce n'est pas un exemple. Je donne un exemple tout simplement. Quand il est théoriquement demandé à ce que si je dois voyager, par exemple, ou si ma femme doit voyager, par exemple, elle doit prendre l'autorisation, avec mon enfant, elle doit prendre l'autorisation, c'est-à-dire le mari doit donner une autorisation. Un voyage à l'intérieur du pays. À l'extérieur du pays, quand tu veux voyager avec ton enfant et c'est un enfant, tu veux prendre le vol avec quelque chose comme ça, il devrait avoir une autorisation parentale. C'est-à-dire de l'autre conjoint qui accepte, oui, je sais que... Mais est-ce que l'inverse dans la pratique, quand l'homme veut voyager, la pratique c'est que l'homme devrait aussi normalement demander. Mais aucune législation n'existe alors. Dans la pratique, on n'existe pas alors. Mais vous voyez toujours les femmes demander est-ce que vous voulez voir où est l'autorisation de son père. Même si le père ne prend pas sa responsabilité, on te demande toujours qu'il doit donner son autorisation. Même si le père, ça fait 3 mois ou 5 ans que tu n'as pas vu le père, mais si tu vas voyager avec l'enfant, tu dois donner son autorisation. Mais est-ce que si le père doit voyager forcément avec l'enfant, on lui demande cela? Donc c'est un peu ça que je dis. Ce sont des violences institutionnelles et juridiques même qui retardent ou qui sont à l'encontre des droits des femmes. Il y a plusieurs exemples, de ce type de violence aussi. Bon, je vais parler de violence psychologique aussi, qui sont, on le trouve souvent, les insultes et tout, ou le fait de dire, entre griffes, de citer l'incapacité de la femme en le comparant à quelqu'un qui ne vaut rien et tout, et agir sur elle en tant que femme au foyer et tout émotionnellement dépendante de toi. Donc, ce sont des types de violences, ces violences psychologiques même d'ailleurs, qui sont plus...
ont plus de répercussions sur la femme que les violences que nous pouvons voir. citer. Voilà. Donc, vous avez parlé des violences sexuelles. Ici au Togo, quels sont les types de violences sexuelles les plus récurrentes? Les violences sexuelles les plus récurrentes, c'est difficile, hein, c'est difficile à dire. Difficile dans le sens où ce type de violences ne sont pas souvent enregistrées. Ne sont pas souvent enregistrées parce que quand je vais dénoncer que j'ai et quand elle va dire qu'elle a été violée par exemple, et comment on pourrait prendre cela, comment la société prendra cela, comment... En fait, cette documentation de ce type de violence ne sont pas aussi répandues. Mais il y a les chiffres de celles qui ont le courage de dénoncer, celles qui ont le courage de dénoncer. Et il y a de ce type de violence, des attouchements sexuels ou comment on le dit, il y a une expression là que je voulais utiliser. En tout cas, de ce type de violence d'ordre sexuel qui sont très répandus et qui, de façon statistique, on n'a pas les chiffres pour dire que oui, qui pourrait représenter ce que nous constatons quand même sur le terrain en tant qu'activiste. Merci. Alors, Justine, il a cité les violences économiques, expliqué les violences sexuelles. Selon vous, quelles sont les causes des VBG ici dans nos milieux? Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, quand, par exemple, quelqu'un a un pouvoir, il essaie de prendre ce pouvoir-là et l'utiliser sur la plus faible ou bien celui qui est ou bien celle qui est le plus faible. Donc, c'est ce qui arrive entre les femmes et puis les hommes. Les femmes sont considérées par les hommes comme les plus faibles, par la société également. Donc, c'est quelque chose de très normal pour eux. Donc, c'est normal qu'eux, ils agissent en imposant ce que eux ils veulent sur les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on note maintenant des violences là qui sont faites généralement sur les femmes. Est-ce qu'il y a des raisons communautaires? Je parlerai des normes. Les normes socio-culturelles, il faut vraiment en parler parce que depuis longtemps, la femme est toujours considérée comme inférieure à l'homme. Elle est toujours considérée comme la femme qui devrait obéir à l'homme. Donc, même dans nos propos, les propos des femmes, elles considèrent que c'est normal que l'homme puisse lui demander ceci. Donc, il y a certaines femmes même qui ne considèrent même pas que ce que l'homme, l'agissement de cet homme-là, c'est contraire à mes droits. Il ne devrait pas normalement le faire. Donc, ce sont des choses vraiment qui sont normales dans la tête de certaines femmes jusqu'à maintenant. Il faut peut-être vraiment y travailler là-dessus. Eric, les causes des VBG. Oui, elle a évoqué un point très intéressant qu'on peut prendre en compte. Elle a dit qu'il y a certaines femmes, justement, qui trouvent ça normal. Et c'est ça, j'ai suivi très récemment qu'on dit 28% des femmes acceptent, c'est-à-dire la violence basée sur le genre. C'est-à-dire, dit oui, que c'est normal qu'elle soit violentée, au fait. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, dans cette normalité, on se dit oui, je suis la femme, il est l'homme, donc c'est son droit, quand je fais mal, de me corriger en me tapant dessus, par exemple. Et que, par exemple, je dis aussi, je ne dois pas refuser le sexe à mon mari. Ou je dis, ben oui, on ne parle pas de viol quand il s'agit du mari parce que on ne peut pas refuser du sexe à son mari. Vous voyez? Donc, ce sont des causes, ce sont de ces aspects-là qui perpétuent les violences sexuelles ou les violences basées sur le genre envers les femmes. Parce que quand la société, je l'ai dit, c'est-à-dire les présentations socio-culturelles, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que la société considère comme normal chez la femme? La femme doit être soumise, la femme ne doit pas, quand le mari parle, la femme ne doit pas parler. Et même si tu as raison, en tant que femme, si ton mari dit que tu n'as pas raison, oui, tu te tais. Et ça dit, en fait, c'est un peu ça. La femme ne doit pas challenger son homme. Et vous voyez, et que quand on raisonne comme ça et qu'on voit tout cela, on se dit oui, on ne peut que vivre dans ce système, qu'on appelle souvent ce système patriarcal, dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous grandissons. Mais il faut quand même arriver à un moment s'affranchir de ce système-là pour se dire oui, je suis humain, comme on le dit, comme elle a dit à l'introduction, quand on parle des droits de l'homme, on dit aujourd'hui les droits humains, ce sont les droits des femmes, comme les droits des hommes, comme les droits des enfants. Mais si aujourd'hui on commence par mettre une spécificité pour se dire on a une convention
sur l'élimination de la violence envers les femmes. On a les droits, un code, ou bien le code de l'enfant, tout ça, mais commence à mettre une spécificité. Et puis il y a de la gravité ou bien il y a une violence envers ces couches plus spécifiquement et qu'il faudrait vraiment faire très attention. Donc, ce qui perpétue cette violence aujourd'hui, c'est pour nous dans notre communauté actuelle, ce sont les pesanteurs socio-culturels sur lesquels il faut vraiment y travailler. D'accord. Alors, il y a eu la lutte depuis plusieurs décennies, des années, des activistes qui sont à fond et finalement, il y a des droits auxquels les femmes ont accès. Quels sont les droits que l'État togolais reconnaît aux femmes dans notre pays? Il y a plusieurs, et elle est mieux placée pour en citer, et peut-être elle prendra la parole pour en ajouter. Parce que l'introduction, je l'ai dit, il y a beaucoup de lois. Et chez nous, au Togo, nous en avons beaucoup qui sont classés les pays les plus avancés dans les droits à l'égalité avec les femmes, on cite le Togo. C'est-à-dire, ça, on ne peut pas nous refuser cela. Donc, c'est quelque chose théoriquement, on dit. Quand nous prenons le code de la famille, tout à l'heure, je l'ai cité, et de cette co-responsabilité de foyer où le chef n'est plus le chef. Il n'y a plus la puissance maritale. La puissance maritale en tant que telle. Oui, la co-gestion sur le plan juridique et tout. On a ça. Mais quand vous allez sur le plan, le code pénal par exemple, qui clairement dit on ne peut pas discriminer quelqu'un, en tout cas parce qu'elle est femme, parce qu'en cause de son sexe et tout, que les violences sexuelles sont très punies, même très récemment un arrêté du ministère de la fonction publique, du travail, de l'ordre social ou bien quelque chose comme ça, le ministère de la fonction publique, a sorti pour dire, quand vous êtes violenté au milieu du travail, vous pouvez dénoncer, il y a de cette procédure de tout. Il y a beaucoup de lois, quand même, de ces avancées qu'on pourrait prendre que oui, nous avons ceci, nous avons cela. Quand nous prenons aussi, en tout cas, beaucoup de législation, il y a de ces avancées, quand nous prenons même au niveau de la santé, par exemple, de ces avancées sur la santé des femmes qui encadrent, on parle aussi des dispositions mises en place pour l'autonomisation de la femme où plusieurs mécanismes sont mis en place justement pour accompagner les femmes dans leur autonomisation et tout. Ce sont des cadres où on pourrait dire oui, nous avons acquis cela. D'ailleurs, même les exemples que je donne souvent aussi pour parler des femmes dans notre sphère publique, c'est la loi de parité, par exemple, qu'on a instaurée, par exemple, au niveau du Parlement. Mais est-ce que cette parité aujourd'hui, peut-être on n'est pas là pour... Mais on en parle. Pour l'instant, on veut savoir les droits qui sont reconnus. De cette parité aujourd'hui, par exemple, qu'on dit oui, de cette parité au niveau de l'Assemblée nationale qu'on devrait constater, c'est une grande avancée. On est même des pays, les rares pays à promouvoir cette parité dans la sous-région. C'est quelque chose qu'on pourrait s'en féliciter. Justine, y a-t-il d'autres droits que vous voulez ajouter? Comme il vient de le dire, il y a vraiment beaucoup de législation qui protège les femmes au Togo. Prenons par exemple l'accès à la terre. La femme n'avait pas accès à la terre avant, mais maintenant il y a le code foncier qui donne l'accès à la femme à la terre, à l'héritage de son mari et puis l'héritage de la fille également lorsque son père décède par exemple. Quand on prend le code du travail donne cette possibilité à la femme qui est salariée, qui est en état de grossesse, de pouvoir bénéficier des congés maternels avant et puis après la grossesse également. Et le code, si on prend le code ou bien le droit à l'éducation par exemple, il y a des politiques sectorielles qui ont été prises par l'État togolais pour encourager l'éducation de la fille. Le code de la sécurité sociale également qui garantit le salaire équitable aussi à la femme. Et on devrait parler de quoi d'autre encore, le code de... Bon, en fait, il y a vraiment beaucoup de lois. Le Togo est à féliciter, comme il vient de le dire. Il a été même proclamé comme le premier pays qui met en avant le leadership féminin. Sans oublier également la politique équité genre qui fait vraiment du buzz aussi au Togo, qui encourage les femmes dans le leadership, dans l'autonomisation, dans la participation aux prises de décision. Et par extension, quels sont les droits dont jouissent les filles au Togo?
par rapport aux actions de l'État togolais? On prend immédiatement le droit à l'éducation. Parce que avant les filles, comme je viens de le dire, n'avaient pas le droit à l'éducation. Elles n'avaient pas du tout le choix de décider des métiers qu'ils vont faire. Même dans certaines familles, on autorise la fille à évoluer, mais à un certain niveau, on lui dit que ça c'est bon, tu dois aller te marier. Mais maintenant, l'occasion est donnée à la fille de pouvoir continuer ses études et pratiquer les métiers qu'elle veut. Et aussi dans la technologie, aussi on ne remarque pas beaucoup. Mais avant même, il n'y avait même pas les femmes qui sont dans la technologie, dans le numérique. Mais maintenant, on peut recenser au moins une quantité de femmes qui travaillent là-dessus et qui sont vraiment félicitées et encouragées. Justine, dites-nous, est-ce que dans la pratique, et les femmes et les filles togolaises jouissent-elles concrètement et réellement de ces droits? Oui, c'est ce que nous disons depuis le début. Il y a la législation et puis il y a la pratique à part. Il y a des lois qui protègent, mais est-ce qu'il y a des mécanismes vraiment qui sont en train de diriger ces lois-là, qui sont en train de compléter ces lois-là afin que la femme, lorsqu'elle ne jouisse pas de ces droits-là, pouvoir en fait dénoncer ou bien réclamer ces droits-là. Est-ce que les droits-là sont vraiment effectifs? Par exemple, l'accès au droit à la terre, on le dit que maintenant la femme, mais il y a beaucoup de cas qui viennent chez nous et que la femme a des difficultés à avoir accès à son héritage, à sa succession. Des fois même les femmes subissent ce que nos grands-parents ont subi auparavant. Elles sont chassées de la maison de leur mari alors qu'elles sont illégalement mariées. La fille n'a pas le droit à l'héritage par exemple. Et également dans certaines entreprises, euh, c'est vrai que les statistiques sont vraiment difficiles, mais il y a des témoignages. Le salaire n'est pas toujours égal dans ces genres de conditions. Donc, il y a beaucoup de non-suivi de ces droits-là dans chaque domaine, quoi. Il faut vraiment que ce droit-là soit effectif. Et quand il doit être effectif, il faut vraiment un suivi vraiment très rigoureux afin que la fille puisse dire que bon, je bénéficie de ces droits-là entièrement. Éric Soumo, selon vous, pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à jouir de tous ces droits et toutes ces prérogatives qui leur sont reconnues? Merci, merci. Je rejoins clairement ma soeur tout à l'heure. Quelqu'un dit que oui, on a ces instruments, en tout cas juridiques, qui sont là. Mais quels sont les mécanismes mis en place justement pour l'effectivité de ces lois, de ce cadre juridique qui est mis en place, ou bien de cet arsenal même que je vais dire. Parce que c'est vraiment très important d'écrire les lois, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, c'est ça, quels sont les accompagnements? La vulgarisation de ces lois, il faut le dire, la vulgarisation et la surveillance de sa pratique. Qui sont les garants qui surveillent ces lois? Qu'est-ce qui surveille ces lois? Donc c'est très important quand même de les relever. Comprendre l'aspect de l'accès de la femme à la terre. C'est très pratique aujourd'hui que moi j'ai du mal à donner cet exemple. J'ai du mal à donner cet exemple parce que quand vous allez dans les zones les plus reculées ou dans les zones rurales où quand on voit la plupart des personnes qui travaillent la terre, d'ailleurs même si on peut le dire, ce sont les femmes. Ouais. Mais c'est elles qui n'ont pas accès à la terre et que l'homme, quelqu'un peut se lever dans la famille et je vous dis non, je prends cette portion de terre et je vais cultiver aussi. Mon enfant a grandi, il veut cultiver, donc prends cette portion de terre. Donc toi, tu es une femme, ton mari va prendre soin de toi, ou bien donc on te donne une petite portion, donc on prend la grande portion. Donc c'est ça. Donc tu ne peux rien faire. Ça, si tu vas réclamer, la procédure même pour réclamer, tu ne sais pas si tu as le droit de réclamer parce que dans votre communauté, tu ne sais même pas si tu as le droit de réclamer. Et quand tu vas réclamer, peut-être ça va être au niveau du chef du village qu'on va traiter l'histoire à l'amiable. On te dit non, tu es une femme, on va te calmer. Tu ne sais pas s'il y a une longue procédure. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Ou quand je prends l'aspect quand je vais dans le code pénal, par exemple, de la violence faite aux femmes, par exemple, où il faut dénoncer, ou tout, une fois qu'il y a violé, on dit, il faut aller devant la justice. On te dit non, dans notre communauté, c'est car on les règle à l'amiable. Donc, du coup, vous voyez, donc ce sont des choses qui fait que, ben oui, les choses sont là, mais on n'arrive pas à poursuivre. Même devant, parfois, même devant, on accompagne les survivants devant la justice, on se dit, oui, mais quand vous arrivez là-bas, on vous dit, ben, il faut régler ça à l'amiable, ça, l'histoire là, et tout, ça ne faut pas. Donc, vous voyez, donc ça fait que, ben, le fait de le dire, oui, il y a des législations, il y a des cadres légaux, il faut vraiment quand même
faire la surveillance, il faut vraiment qu'on mette cela en pratique. C'est très quand même satisfaisant quand même d'évoquer ces avancées, mais ça serait encore mieux que, oui, que les mécanismes soient mis en place pour la surveillance de ces avancées, pour qu'on ne retourne pas en arrière encore. Au-delà des mécanismes, selon vous, quels sont les autres obstacles à la jouissance de ces droits par les femmes? Je pense qu'on a fait le tour, hein, si je peux le dire avec mon collègue. On a parlé des normes socio-culturelles. On a parlé du manque de sensibilisation, parce que les femmes même ne reconnaissent pas quels sont ces droits-là. Et également la surveillance de ces droits, l'effectivité de ces droits-là par rapport à la surveillance des États. Donc, il y a ces trois mécanismes-là. Si vraiment on met l'accent sur et puis on travaille sérieusement là-dessus, je pense que les obstacles là seront petit à petit élargis et puis la femme pourra bénéficier pleinement de ces droits. Alors, chers invités, dites-moi, avec tous les bouleversements sociaux qu'on observe depuis l'avènement de l'activisme féministe et de la lutte pour les droits des femmes, est-ce que vous pensez que la lutte pour les droits des femmes sert réellement les femmes? Merci. Bon, je vais essayer de répondre à cette question en citant par exemple Simone de Beauvoir qui disait que les droits des femmes ne sont pas des droits acquis. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une petite crise et que les droits des femmes soient remis en cause. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Simone de Beauvoir qui le dit. Et c'est d'ailleurs même ça qui appelle à plus d'activisme parce que bon, parfois les gens disent que non, que vous en faites trop, donc vous êtes trop, vous faites souvent parce que ce n'est pas nécessaire. Oui, vous avez déjà ça et pourquoi vous tapez encore. Donc, contentez-vous de ce que vous avez et tout, et c'est bon et tout. Non, mais quand on analyse cette situation de Simone de Beauvoir, parce que en tout état de cause, quand il y a une crise, par exemple, elle a dit tout à l'heure, ce sont des femmes qui sont plus ou moins mises devant. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà pour protéger ces femmes-là? Parce que peut-être c'est leur droit qu'on remet en cause. Je peux l'expliquer tout à l'heure. Par exemple, dans, dans l'histoire, il y a une histoire qui disait lorsque les hommes, il y avait une guerre, lorsque les hommes, la guerre était venue, ce sont les hommes qui allaient en guerre. Et que les femmes étaient là. Et les femmes cultivaient justement pour nourrir la famille. Mais quand les hommes étaient revenus de la guerre, ils ont constaté justement que les femmes cultivaient beaucoup et avaient beaucoup de moyens et c'était un peu autonome. Et les hommes m'ont dit non, les femmes ne peuvent pas être celles qui nourrissent la famille parce que leur masculinité est remise en cause. Et que là, on se dit non, on change les normes. Et que oui, l'accès à la terre, les femmes n'auront plus cet accès à la terre. Là. Donc, du coup, quand on constate que oui, ces droits sont acquis aujourd'hui, on se dit oui, c'est bien, oui, c'est bon, ok, d'accord, il faut passer à autre chose. Bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le fait qu'il n'y a pas de surveillance, le fait qu'on se dit qu'il n'y a pas d'éveil, et ces éveils aujourd'hui, ce sont les activistes qui disent oui, oui, vous avez fait, mais on est un peu insatisfait par rapport à ceci, il faut quand même qu'on surveille, il faut quand même que cela ne soit pas remis en cause. Et que, oui, parce qu'en réalité, quand ça vient, ces crises, la plupart des personnes qu'on voit devant, ce sont les femmes. Et même les actions, même, comme elle a dit, ce qui se passe au nord du Togo, par exemple, quand on va pour faire les formations sur paix et cohésion sociale et tout, la plupart des personnes qui participent justement à cette type de formation, ce sont les femmes. Et d'ailleurs, même ce sont les femmes qu'on accuse parce que c'est elles qui n'ont pas bien éduqué leurs enfants. Et qu'on dit non, que vous devrez éduquer vos enfants, c'est vous qui êtes chargé de l'éducation et tout. Alors que ce n'est pas toujours vrai. C'est même d'ailleurs pas vrai, parce que l'éducation n'est pas la seule personne qui doit être la femme, alors que l'éducation doit être partagée avec les pères et la mère. Qu'on mette toute cette responsabilité sur la femme, c'est que je veux dire qu'il y a déjà un souci d'ordre social. Justine, avec tous les acquis qu'on a, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être dans la lutte ralentir au lieu de foncer comme peut-être certains le font? Ralentir, c'est-à-dire Ralentir la lutte. Mais parce qu'il y a déjà des acquis et il y a peut-être une grande partie qui en jouit. Nous sommes à peu près 8 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Donc, les actions que nous faisons ne seront pas forcément suffisantes pour toute la population. Donc, il faudrait chaque jour se réveiller et continuer cette action-là pour que l'action-là atteigne toute la population en général. Parce que nous sommes ici, nous croyons que, bon, peut-être c'est gagné, parce qu'on le dit tout le temps, donc des fois même on est fatigué, alors qu'il y a certains même qui ne vivent aucune réalité qui est la même comme nous.
Donc, il faudrait vraiment même se précipiter, courir même, parce que ça peut venir et puis contredire ou bien déjà effacer toutes les bonnes choses que nous avons fait ici, nous qui en bénéficions. Donc la lutte doit continuer. La lutte doit vraiment continuer. Oui, parce que je vais justement ajouter à cela, parce que si la lutte ne continue pas, c'est ça qu'on dit tout à l'heure, il faut la surveillance. Parce que il y a de ces droits-là, comme je dis, il y a de ces droits-là, par exemple, droit de l'accès à la terre de la femme. Si personne ne surveille cela, s'il n'y a aucun activisme autour de cette législation, de ce cadre légal-là, vous allez entendre un jour que l'Assemblée nationale a voté une loi, on a enlevé cette partie-là. C'est fini. Ce qui s'est passé très récemment, je crois que c'est au Kenya, où justement le droit, je crois que c'était le droit à l'avortement, ou bien en tout cas un droit a été remis en cause, justement parce que l'Assemblée législative veut justement éliminer cette loi-là, et les activistes se sont dit non, ça ne passe pas. L'Assemblée s'est rétractée. Parce qu'il faut vraiment, quand on est là, on dort, on dit oui, on a ça, on passe à autre chose, on ne surveille pas, on n'est pas actif. Vous allez entendre un jour, peut-être vous n'allez même pas savoir, peut-être 2 ou 1 an après que la loi soit votée, vous n'avez plus ce droit-là parce que ça a été déjà voté, ça a été déjà éliminé. Alors que vous ne savez pas. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. L'activisme, c'est la surveillance, en quelque sorte. C'est la surveillance des mécanismes mis en place, d'une part, et d'autre part encore, c'est d'inciter à ce que le cadre soit en tout cas aplani et mis en place pour la gestion des droits de tous. Vu que la lutte doit continuer, qu'il y a encore des choses à faire, selon vous, quels sont les nouveaux défis liés à l'émancipation des femmes au Togo, précisément? On en a parlé, comme je viens de le dire, vraiment beaucoup. Ce sont les droits là, les mêmes droits là que nous croyons acquis, qui représentent à nouveau ces défis là pour nous. Parce que le droit à l'éducation, nous ne pourrons pas dire que c'est tout à fait 100% c'est acquis par les jeunes filles. Le droit à l'accès à la terre non plus. Le droit à l'équité ou bien à la parité ou bien à l'égalité homme-femme dans le mariage, c'est pas totalement acquis. Le droit à un salaire égal, c'est pas totalement acquis. Le droit à pouvoir jouir de son corps, à pouvoir ne pas subir des harcèlements au travail ni à l'apprentissage, c'est pas totalement acquis. Donc ce sont ces choses-là que nous devons vraiment essayer. Ce sont ces réels défis-là que nous continuons toujours pas travailler dans nos organisations, dans nos divers regroupements et associations. D'accord. Eric, qu'est-ce que les acteurs, les autorités, les dirigeants doivent faire pour assurer encore plus de droits aux femmes? Oui, merci. Très récemment, je crois que c'était dans l'année passée, le ministère des droits de l'homme a mis en place un mécanisme justement de sensibilisation dans les écoles, dans les universités, sur comment prendre en compte justement le cadre légal que nous avons aujourd'hui au Togo pour que nous tous nous jouissons de ces droits, pour que nous savons que oui, nous avons ceci, mais il faut quand même qu'on en prenne possession. C'est vraiment très important quand même de mettre en place ces mécanismes-là de surveillance de ce que nous avons, et aussi de dire oui, elle a dit tout à l'heure, moi je suis quand même très content qu'on ait sur la même longueur d'onde, où quand on prend le droit à l'éducation, la majorité des filles, la majorité de ceux qui commencent les cours primaires, ce sont les filles. Comme les statistiques disent que la majorité des enfants au cours primaire, ce sont les femmes, les filles. Mais quand on passe le CPD, on va au secondaire, 1 comme 2, la donne change. Et peu arrivent à franchir le cap du lycée pour venir à l'université. Déjà, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les filles jouissent de cet accès à l'éducation, de cette égalité entre eux? Parce que là, il faudrait travailler là, comme issue des solutions, sur les pesanteurs socioculturels. En quoi faisant selon vous? Oui, et travailler sur les conditions socioculturelles, comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes sont disposées pour être mariées. Pour se marier, quelqu'un d'autre a sa responsabilité, quelqu'un d'autre va la prendre en charge dans son foyer. Et ce n'est pas à elle d'aller à l'école, parce que l'homme est fait pour aller à l'école pour venir prendre soin de sa femme après. Donc quand il y a un choix, arrivé à un moment qu'il y a un choix à faire, on dit oui, nous on n'a pas les moyens, la femme
femme reste à la maison, le garçon continue l'école. Ou d'ailleurs même le mariage forcé qui peut arriver à tout moment, on se dit, ben oui, bon, on n'a pas les moyens, toi on te donne un mariage, et on prend les bœufs, tout et tout pour pouvoir contribuer à subvenir aux besoins de ton frère. Donc oui, il faut travailler sur tous ces aspects-là pour pouvoir autonomiser ou en tout cas permettre aux filles d'aller à l'école. Parce que je ne vais pas venir sur l'aspect de collage parce que oui, l'État a fait des choses, on dit que les filles paient moins que les garçons, mais est-ce que le suivi de la suite est ce qu'on À qui revient le suivi? Oui, le suivi revient à celui qui justifie les statistiques, qui est l'État. Parce qu'en réalité, moi, c'est ce que je dis en tant qu'activiste, parce que oui, vous mettez les moyens pour cette égalité à l'éducation, mais les résultats vous donnent toujours le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la cause. Ça provient de nous, parce que oui, nous avons mis les moyens pour promouvoir l'éducation des filles. Mais on n'a pas, les résultats ne donnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on cherche la cause, on travaille sur les causes. Et oui, on a certaines causes qu'on vient de donner tout à l'heure. C'est-à-dire, ces causes sont les présentations socioculturelles qui sont encore là parce qu'on ne veut pas dire que les causes sont légales, parce qu'on dit que les mécanismes sont mis dans la politique. Elle est là, elle est correcte. Mais travaillons justement sur ces causes-là qui empêchent encore les filles d'évoluer. Et c'est la personne la mieux placée, parce que la personne qui veut justement, ou l'institution qui veut justement que ça avance, c'est l'État et qui doit mettre en place des mécanismes justement pour promouvoir ces droits. Merci Eric, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot pour clôturer. Alors déjà, merci, je ne l'ai pas dit au début, merci de m'avoir invité à cette émission et on espère vraiment que nous, les organisations, nous puissions continuer à aider l'État dans ce suivi-là, parce que lui seul ne peut pas le faire peut-être. Donc nous sommes là pour réclamer ou bien pour rappeler à l'État que c'est comme ça, cette loi-là n'est pas vraiment respectée, n'est pas effective. Alors que pouvons-nous faire? Donc notre travail est toujours de contribuer pour que l'État atteigne ces objectifs-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric. Merci beaucoup. Moi, je salue justement ces initiatives de sensibilisation, d'éducation de la communauté sur les droits et surtout sur ce sujet des droits des femmes. Et nous espérons quand même que le message passe, le message de sensibilisation, d'éducation là passe. Et nous remercions d'ailleurs tous ceux qui nous ont écoutés et justement, il faut que les actions, qu'on ne soit pas assis ou assise en se disant que oui, vous parlez seulement parce que nous avons déjà notre droit. Merci. Merci à vous. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec Eric Sou, Tonton et Justine Akapo. À vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Chers auditeurs, c'est tout pour l'heure du droit du jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.